J'ai revu le film et il faut qu'on en reparle. Salut à tous, ici Reg et bienvenue à nouveau dans une vidéo Spider-Man No Way Home. Alors j'ai récemment sorti ma vidéo critique à chaud où je parlais du film, encore une fois vraiment à chaud, après le premier visionnage. Juste après avoir fait ma vidéo, je suis retourné aller voir le film et en rentrant du film après ce deuxième visionnage, j'ai regardé vos commentaires, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, j'ai regardé un peu ce que tout le monde pensait au fait. Je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo critique car je vais essayer de pas trop répéter ce que je dis là-bas et aussi de ne pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu Spider-Man No Way Home car il n'y aura que des spoilers, donc attention. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout de même vous parler du sponsor de celle-ci car je le trouve très intéressant. Je sais pas si vous me connaissez bien ou pas, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a cours encore, oui aujourd'hui, mais ça fait 3 ans que j'ai surtout cours en anglais. Voilà, j'étudie dans une langue étrangère, ici en France, une année à l'étranger aussi. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours du mal avec l'anglais. Et la meilleure manière de s'améliorer en anglais, d'après moi, c'est de l'écouter, comme en regardant ce genre de film, mais surtout de le pratiquer. Et c'est là qu'intervient Cambly, une application qui vous permet de prendre des cours d'anglais avec des professeurs natifs de la langue. Elle a été développée par 2 anciens ingénieurs de Google et il y a 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier sur l'application. L'objectif de Cambly, c'est surtout de permettre aux élèves et aux gens qui veulent apprendre de manière générale de surmonter leur peur de l'anglais, mais aussi de rencontrer différentes cultures. En plus du fait que les professeurs soient natifs de la langue anglaise, il y en a de disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. Ils décrivent rapidement leur profil, leur expérience, leurs compétences. Vous pouvez choisir la leçon, c'est-à-dire que vous pouvez parler de marketing avec un professeur, de technologie, de médical, de littérature. Le plus important, c'est que vous avez le choix de qui contacter et à quel moment vous voulez pratiquer l'anglais. Car c'est ça le plus important, c'est vrai, c'est pratiquer l'anglais pour s'améliorer. C'est bien de regarder des films sans sous-titres et tout, et c'est toujours plus appréciable de regarder des films sans sous-titres, c'est la vérité, surtout des films en anglais. Mais si vous écoutez et vous ne pratiquez jamais, ça ne va jamais avancer. Et là, vous pouvez pratiquer avec des gens qui sont natifs, donc qui parlent parfaitement anglais, et vous pouvez même choisir l'accent pour vous entraîner dans plein d'accents différents. Même moi, qui me considère avec un très bon niveau d'anglais, voilà, en compréhension orale, j'ai eu 980 au TOEIC, j'ai du mal avec certains accents, et du coup, c'est bien de pratiquer et de s'entraîner avec. Vous allez voir, l'application est super simple d'utilisation, il n'y a aucun problème, tout le monde peut l'utiliser, peu importe l'âge, c'est super pratique. Elle est très intuitive et vous motive à parler anglais. J'ai donné l'exemple du TOEIC tout à l'heure, mais vous pouvez vous entraîner sur plein d'examens d'anglais, mais aussi sur d'autres expériences de vie. Moi, par exemple, j'ai un entretien de stage début janvier pour un poste en anglais. Du coup, l'entretien sera en anglais. Vous pouvez trouver quelqu'un qui puisse vous faire un faux entretien pour vous entraîner, par exemple. Et si on sort du milieu professionnel, même si de plus en plus aujourd'hui, il est essentiel d'avoir un très bon anglais dans le milieu professionnel, pour les voyages, je veux dire, si vous voyagez dans la majorité des pays, l'anglais est une ressource extrêmement importante. Si vous ne la maîtrisez pas, c'est très dur de voyager aussi. Prenez une bonne initiative avec la nouvelle année et utilisez les 60% de réduction pour l'abonnement de 12 mois avec le code promo Reg et les Gorillas grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et pour vous, uniquement ma communauté, bénéficiez de 15 minutes gratuites sans souscrire à un abonnement, sans mettre votre carte bleue, juste en vous connectant et en parlant avec un professeur. Tout ça dans la description et dans le commentaire épinglé. Maintenant, pour parler évidemment de Spider-Man No Way Home. Pour faire simple, les retours sont globalement positifs sur le film, que ce soit les critiques presse, les gens dans les commentaires, vous, tout le monde sur les réseaux, c'est assez positif. Mais j'ai commencé à regarder des forums, j'ai commencé à en parler à des gens, et après le deuxième visionnage, ou même en pensant un peu au film, c'est vrai que la hype redescend, on peut reprendre un peu de recul, dont j'étais assez fier d'avoir fait durant ma première vidéo critique, car en fait, en sortant du cinéma, j'étais comme tout le monde grave content, j'ai vu ce que je voulais voir, ces personnages-là et tout, mais plus je pensais au film sur le trajet, plus je me sentais un peu, non pas trahi, parce que c'est un grand mot, un peu déçu par le potentiel du film. Voilà pour le teasing de la vidéo. Maintenant, commençons à parler des choses que j'ai beaucoup vues sur internet et dans vos commentaires. La première heure du film est détestée par tout le monde et honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Moi, j'ai plus de mal avec la suite. La première heure du film, oui, c'est vrai, c'est le côté teenager de Spider-Man qu'on connaît, c'est un peu une satire du Star System, où ce Peter Parker ne peut plus aller nulle part, il est complètement perdu dans cette vie et ça gâche la vie de tous les gens autour de lui. Moi, j'ai bien aimé voir ça, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Oui, le caméo de Matt Murdock, Daredevil, est complètement inutile et je sais pas pourquoi, mais il révèle à tout le monde qu'en fait c'est un super-héros. Aucun avocat, encore moins aveugle, aurait pu faire ça avec la main en protégeant Peter de la brique. Ça aurait été Tante May ou Happy qui protège, là j'aurais compris, mais là la brique allait sur Peter, donc je vois pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi est-ce qu'il a réagi? C'était juste pour les spectateurs en mode « Hey Daredevil, vous vous rappelez? Ouais, on
se rappelle, la série est sortie à 4 ans. Eh, mollo, bien sûr qu'on se rappelle. Et les gens qui connaissent pas Daredevil, que tu lui montres ou pas ce geste, ils vont s'en foutre parce qu'ils connaissent pas. Pour moi, là où c'est laborieux, au final, en revoyant le film, c'est les méchants. La manière dont on les introduit un par un. D'accord, il y a une petite anticipation pour chaque méchant, t'en entends un peu parler avant, tu le vois un peu et tout. Mais au fait, ça fait vraiment liste à cocher dans le film. Ah, Docteur Octopus. Ensuite, qui? Non, le lézard, c'est Doctor Strange qui s'en occupe, t'inquiète. Electro, mais Electro, on n'a pas le temps, mais l'homme sable en même temps. Ok, bon allez, on met les deux en même temps. Ça faisait vraiment artificiel et rien n'est organique dans le film. Ça fait vraiment cahier des charges durant tout le film et ça c'est une critique que je trouve justifiée. Mais que les méchants sortent de nulle part, beaucoup de gens critiquent ça. Moi je m'en fiche qu'ils sortent de nulle part. Voilà, ils sont perdus dans ce monde, ils cherchent des choses voilà, un peu logiques pour leur personnage. Ça je m'en fiche qu'ils sortent de nulle part. Moi c'est la manière dont ils sortent au fait dans le film, la manière dont c'est écrit. Et cette première heure de film, même si j'aime bien les envolées de Spider-Man au début où t'as la caméra qui est là sur le torse où tu vois juste le visage de lui et MJ, ça c'est plutôt cool. Ça changeait un peu et t'as ce plan séquence au début dans le film où la maison de Peter Parker est attaquée. Attaquée est un grand mot, mais attaquée par la presse, disons, et par quelques personnes. Là, il y a quelques idées de mise en scène et tout. Mais après, c'est avec les scènes d'action, encore une fois, tu vois que c'est des images sur l'ordinateur. Tu vois que c'est des artistes d'effets spéciaux qui les ont faites et il n'y a pas du tout les acteurs. Mais c'est pas ça qui me dérange si c'est bien fait. Mais la scène sur l'autoroute avec Dr. Octopus, je suis désolé, mais il est banal de fou. Il n'y a aucun plan intéressant, l'action est juste... pas intéressant, je suis désolé. Le combat de tentacules versus les pattes d'araignée et les tentacules de Dr. Octopus, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est pas n'importe quoi à quel point elles changent de taille tout le temps? Elles font pas du tout la même longueur que dans les films d'avant. Dans les films d'avant, il faut savoir que la majorité des tentacules d'Octopus, c'était des marionnettes, car il n'y avait pas la technologie pour toujours les faire en CGI. Là, il y a la technologie et ils en abusent. Et les tentacules changent de taille tout le temps. Oui, mais c'est la nanotechnologie et tout. Bah, arrêtez, s'il vous plaît. Non, ça change tout le temps de taille, c'est ridicule. Le mec flotte tout le temps dans le film et je trouve que les effets spéciaux sont pas spécialement bien faits. Sur Jamie Foxx par exemple, je trouve que globalement durant tout le film, surtout la scène de fin, t'as l'impression qu'il est fait en image de synthèse. T'as pas l'impression qu'il est filmé à cause de l'éclairage qui est pas terrible. Et je trouve que les effets spéciaux de ce film là, de manière générale, sont assez mauvais. Quand tu regardes Far From Home, les effets spéciaux, surtout les effets d'eau et de trucs comme ça, sont super bien faits. Là, majoritairement, les effets spéciaux sont assez banals quoi. Enfin bref, les scènes d'action durant la première heure sont vraiment banales et la première heure de manière générale est pas ouf, je trouve. Mais moi ça passe, c'est juste les méchants, la manière dont ils sont introduits qui est un peu maladroite et ces fameuses scènes d'action qui sont juste réellement pas bonnes. Beaucoup ont critiqué l'humour, le fait qu'il y ait beaucoup de blagues après un drame. C'est vrai qu'après la mort de Tante May, il y a beaucoup de blagues, c'est la vérité. On essaie de directement rendre la situation beaucoup plus comique. D'après moi, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus, je trouve qu'il y avait un bon équilibre. Ça reste du Marvel, voilà, ils respectent pas forcément les méchants font des blagues, il n'y a pas toujours de poids dramatique. Il y en a un peu, mais c'est vrai que c'est pas un film Marvel dramatique, ça reste une comédie d'action. Il y a quelques scènes dramatiques, encore une fois, je le répète, mais c'est vrai que la tonalité m'a pas dérangé, ça m'a pas surpris, ça m'a pas choqué, disons, voilà, pour moi ça allait. Il y en a qui disent que Dr. Octopus, il est pas très investi dans le film, moi je le trouve vraiment investi, j'aime bien le fait qu'il devienne gentil à la fin et la manière dont c'est amené est logique, j'ai trouvé ça bien, il a même le droit à une petite scène avec le personnage de Tobey Maguire, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le lézard par contre, alors là, gros downgrade, il est passé d'une créature relativement effrayante dans le film avec Andrew à là une créature, surtout quand il chope, je sais plus quel Spider-Man, on en parlera après de ce problème, à une créature pas du tout effrayante qu'on a même mis de côté. C'est Doctor Strange qui s'en occupe. On n'a même pas besoin de trouver le lézard. Alors qu'en vrai, une scène d'horreur dans les égouts avec le lézard aurait été géniale. Je suis désolé, mais s'il y avait un truc à faire, un ennemi à aller chercher et lequel aurait pu être flippant, c'est le lézard. C'est pas l'homme sable, c'est le lézard. T'aurais pu avoir une vraie scène flippante. Non, pas du tout. J'ai pas trouvé les effets spéciaux mauvais sur lui, contrairement à l'homme sable, que je trouve horrible, surtout dans l'appartement. Dans l'appartement, tu dis, mais attends, je sais pas à quoi ressemblerait un homme sable dans la vraie vie, mais pas à ça. Les gestes étaient bizarres. En fait, t'avais pas l'impression que c'était des graines de sable. T'avais l'impression qu'il était solide, mais en même temps qu'il y avait quelques graines. C'était un peu bizarre. C'était pas naturel du tout. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un homme sable, mais vous comprenez que lorsque vous le regardez à l'écran, les textures étaient pas assez bonnes, ou je sais pas, t'avais pas l'impression que l'homme sable était fini. Ou alors c'était une volonté artistique, mais c'était une très moche volonté artistique. Et dans les précédents films, moi ça j'ai pas compris pourquoi dans les précédents films, il peut être l'homme sable et être humain, et dans ce film-là, ils ont essayé de le garder l'homme sable tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'à la fin il redevient humain pour de vrai? Mais en vrai, on aurait compris, on n'est pas bête, on a vu les précédents films. Donc je trouve ça bizarre qu'il ait pas été humain, sauf à la fin. Est-ce que c'était à cause d'un calendrier de l'acteur? Est-ce qu'il était pas dispo? Est-ce qu'il voulait garder le secret? J'en sais
rien, mais pourquoi est-ce qu'il est autant en mode sable? Tu sais qu'il peut devenir humain, pourquoi il fait ça? Et en revoyant le film, c'est vrai que lui, à la fin, attaque les autres Spider-Man, mais tu te demandes pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est pas là avec Max pour les aider, car Max Electro dit très bien qu'il va détruire la boîte. Sauf que lui, il veut rentrer chez lui, et il le dit bien. Et d'ailleurs, ils ont un dialogue par rapport à ça. Il dit, Flint, je vais détruire la boîte. Il le dit, j'ai entendu, je suis pas fou. Donc en regardant le film, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il attaque les Spider-Man? Il devrait attaquer les méchants. Il est clairement pas de leur côté, car eux veulent détruire la boîte, et pas lui. Lui veut activer la boîte et rentrer chez lui, voir sa fille. Et j'aime bien que Jamie Foxx ne soit pas bleu, qu'Electro, voilà, soit vraiment Electro. J'aime bien le personnage, il a un peu de motivation, il veut devenir un dieu, il veut utiliser le pouvoir, voilà, il a toujours voulu être l'attention du monde. On comprend son personnage, c'est un méchant, on va dire, pas principal, car ça reste le bouffon vert, mais il est bien présent et je le trouve assez divertissant. Voilà, il fait le taf. C'est l'un des seuls méchants qui est juste pas là à traîner avec les autres et il fait quelques actions. Il décide de sortir de cet appartement car il veut être un dieu. Là où le bouffon vert, lui, clairement manipule et veut être le bouffon vert. Il y a un switch clairement lorsqu'on dit que sa deuxième version, donc sa version mauvaise, va disparaître et là il redevient le bouffon vert. Mais encore une fois, le problème de ce film-là, c'est que c'est clair que les méchants sont là pour être méchants. Le bouffon vert est génial pour le coup, voilà, quand il se fait tabasser par Spider-Man et il rigole, le rire de Dafoe est fou furieux, je suis grave content de l'avoir entendu encore une fois. Ils ont éclaté le masque dès le début, tu vois qu'ils l'ont gardé que pour la bande-annonce. Et limite, je le préfère sans le masque. Je trouve beaucoup plus flippant de voir son visage de taré là. Pour le coup, je trouve que c'était un bon méchant, mais encore une fois, il fallait faire des choix. Est-ce qu'on fait des méchants pour avoir des méchants, ce qu'ils ont fait là, ou est-ce qu'on fait un vrai méchant qui a tout planifié depuis le début, qui manigance de fou, comme le bouffon vert? Là, on n'a pas eu ça. On a eu juste le bouffon vert qui a décidé de tout arrêter et les autres qui ont suivi, mais se sont pas concertés avant. C'est pas un leader le bouffon vert ici, c'est juste un mec qui fait n'importe quoi. Et il arrive super tard aussi dans le combat final. Ça, j'ai remarqué au deuxième visionnage, je me suis dit putain, en fait, il y a eu 3 Spider-Man versus 3 ennemis, dont Dr. Octopus après qui vient les aider et le bouffon vert qui arrive à la fin quand tout est fini. Et tu dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a traîné autant au final? Je comprends pas pourquoi. Quasiment tous les autres sont là, mais pas lui. Le mec qui aurait dû le plus galérer à venir ici, c'est Dr. Octopus qui arrive en retard, car il peut pas flotter quoi. Il aurait fallu un bateau, je sais pas. Mais alors lui, il a un glider, il aurait pu venir comme ça. Il arrive super tard en combat final. Le problème, c'est qu'ils ont pas réussi à décider parce qu'au final, du coup, ils ont des méchants qui sont juste fonctionnels. Voilà, c'est juste les méchants. Ils ont pas un méchant antagoniste comme le bouffon vert qui est le vrai méchant du film, car en fait, ils voulaient que l'histoire ne soit pas sur les méchants. Ils voulaient que l'histoire soit sur l'identité de Peter Parker, la manière dont il gère tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de méchants. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, ce qui était vraiment important, c'est que dans les précédents films où t'avais l'identité de Peter Parker qui était un vrai problème, il y avait aussi des méchants. Et au fait, on rebondissait entre les deux intrigues. Là, t'as l'identité pendant le début du film, les méchants pendant tout le reste, et ensuite l'identité qui revient tout à la fin de l'intrigue. Donc en vrai, encore une fois, ils ont pas entremêlé les deux intrigues et ils ont juste fait l'une après l'autre. Et ça, c'est pas du bon cinéma, c'est pas bien écrit. Et encore une fois, c'est difficile de gérer autant de méchants et on s'attendait pas à avoir du développement de tout le monde. Là, le niveau développement, je trouve que tout le monde est un peu ok, déçu pour le lézard, mais voilà. Mais alors, si on avait que des méchants fonctionnels, au moins, fallait rendre ça épique. Au moins, fallait rendre ça grandiose. Ce qu'on n'a pas du tout dans ce film, et c'est peut-être la plus grosse critique qu'on puisse lui faire. Il n'y a pas ce souffle épique, il n'y a pas ce moment grandiose dans le film. Je pense que limite, ça aurait été une meilleure histoire s'il y avait qu'un seul méchant. Ils auraient tout concentré sur lui et les Spider-Man auraient pu venir aider pour affronter un seul méchant, ou peut-être 2 méchants, allez voir 3, mais là il y en a 5. Il y en a qui pensaient qu'il allait en avoir un 6e en plus, donc c'est tout un bordel quoi. Fallait choisir, et ils ont pas fait le bon choix d'après moi, et du coup le film est sur une balançoire. Il sait pas ce qu'il veut être, il sait pas de quel côté il veut se balancer, et du coup il a essayé de tout mettre le plus possible en 2h30, et ça je vais le dire tout de suite, les 2h30, je trouve qu'on les voit pas passer. C'est un des films, d'après moi, qui passe le plus vite que j'ai vu de ma vie, je déconne même pas. Deuxième visionnage, quand tu revois un film, c'est toujours un peu plus long. Là je l'ai vu au deuxième visionnage, c'est allé super vite, donc 2h30 passait super vite, et rien à dire là-dessus. Donc est-ce qu'ils auraient peut-être pas dû rajouter une demi-heure pour mieux développer ça, avoir des vrais méchants, passer plus de temps avec les Spider-Man? Est-ce qu'ils auraient pas dû faire ça? Là, tout va trop vite, ils ont essayé de tout mettre compressé dans 2h30 et au final on se retrouve avec des petites intrigues à droite à gauche mais rien de concret, rien de puissant. Et le premier moment où tu ressens un peu de danger, où tu dis putain c'est là que le film commence réellement, c'est quand le bouffon vert change de camp et c'est là qu'il devient le bouffon vert. Là tu sens quelque chose de dramatique, t'as le sens de l'araignée de Spider-Man qui est en train de faire n'importe quoi, c'est un moment stressant, il sait pas ce qui se passe et du coup il stresse pour ce moment là et c'est là que l'action commence. Et en tant que spectateur c'est là que tu ressens le danger pour la première fois et c'est mérité, même si la scène d'action encore une fois je la trouve vraiment banale, c'est un combat dans un couloir, c'est vraiment mal filmé, je suis désolé. Franchement, se remater tous les films Spider-Man avant celui-ci, ça n'a pas aidé mon appréciation du film. Car à chaque fois que je pense à des combats de Spider-Man, j'imagine encore Tobey sur un train et des trucs comme ça. J'imagine Garfield se battre dans un champ électrique super bien filmé. Et là, j'ai un combat avec le bouffon vert dans un couloir et ça m'énerve quoi. Je me dis, mais putain, mais Marvel, mais qu'est-ce que vous foutez avec ces super-héros? Encore le combat du parking de Civil War, moi j'avais rien dit parce que je trouvais ça vraiment bien fait. Mais alors là, les combats dans les couloirs, d'accord, c'est bien fait, mais c'est chiant à regarder quoi.
Surtout quand t'as le combat avec Doctor Strange juste avant, où tu vas dans des dimensions de malade, t'as des trucs qui changent et tout, t'en prends plein la gueule, et là t'as un combat dans un couloir. Tant de mecs qui meurent, d'accord, c'est un moment émouvant, et je trouve que Tom Holland joue super bien, et la mort est touchante, et la phrase vient avec beaucoup d'émotion, la fameuse phrase, mais le combat dans le couloir et tout, mais putain, c'est quoi ce bordel? Et j'ai envie de faire une pause pour parler de Tom Holland, il est génial, voilà, moi je le maintiens, j'en ferai une vidéo spéciale, mais je trouve que ça reste le meilleur Spider-Man, et il a encore prouvé avec ce film, et il arrive à faire du taf, et là je trouve super touchant, voilà, la mort de Tante May, il est grave touchant, il est vraiment prenant, il est attachant, et quand tu vois à la fin, t'as vraiment l'impression qu'il a mûri, il a pris en responsabilité, il a pris en maturité, tu vois que ça devient un adulte à la fin de ce film, et je pense que ça sera le plus grand Spider-Man qu'on aura s'il signe pour encore 3 films, et on en parlera après de la fin, mais c'est vrai que là, il m'a vraiment agrippé ce mec, et je trouve que c'est un excellent acteur, et ils lui ont donné un peu plus de champ d'acting, quand il est énervé qu'on le bouffon vert à la fin, tu le ressens, tu vois, tu ressens l'action, tu ressens la violence, c'était vraiment bien joué. Quelques petits détails sympathiques aussi, au début t'as le Daily Bugle qui au fait est un mec chez lui avec un fond vert. Je me sens un peu vexé. Mais ensuite, il a un vrai upgrade car en fait, son émission cartonne et maintenant il a une équipe et des choses comme ça. Donc ça montre à quel point les gens sont à l'écoute du fait que Spider-Man est une menace. Et ça, c'est quelqu'un que j'aimerais revoir dans la suite. Vraiment, moi, je serais content de revoir Jonah Jameson et j'aimerais bien avoir Peter Parker qui bosse pour lui, quoi. Ça serait génial et je trouve que il mérite de rester J.K. Simmons. Ça, c'est évident. Même Happy, moi, j'ai bien aimé le voir. Je trouve qu'il a une scène vraiment touchante à la fin où il a dit qu'il a déjà perdu un ami et qu'il a l'impression que les combats de ses amis meurent en même temps qu'eux et Peter lui dit que non, en fait, faut continuer de se battre. C'est une belle scène, c'est une scène touchante et je trouve que Happy, il joue plutôt bien. Jon Favreau, voilà, il fait le taf. Et je trouve qu'ils ont donné de l'importance à tout le monde. Pareil pour Ned, je trouve qu'ils lui ont vraiment donné une importance. Il est là pour aider sur la technologie. Il y a ce sponsoring de TikTok qui revient sans arrêt dans le film, où il cherche les méchants sur TikTok. J'aime bien aussi Ned. Au final, Ned m'a pas du tout dérangé. Moi, j'aime bien le fait que il fait de la magie. J'aime bien le fait qu'il est là pour aider Peter Parker. C'est le geek dans le fauteuil, c'est ce qu'il dit. J'ai bien aimé son personnage et je trouve que c'est pas aberrant qu'il fasse de la magie. Et encore une fois, la manière dont les Spider-Man viennent est logique et d'après moi, assez bien trouvé. Ils ont pas eu beaucoup de bonnes idées dans ce film, mais celle-ci, je trouve qu'elle est bien trouvée. Peut-être ils auraient dû essayer en faisant encore une fois un je veux voir le vrai Peter Parker pour montrer qu'au fait il y a plus personne, ou juste montrer où est Peter, mais c'est vrai que ça aurait enlevé un peu du drame de la scène quand il trouve Peter. Et pareil pour MJ, je trouve que elle est vraiment bien, elle joue bien, elle a son rôle à jouer, elle est pas juste le love interest de Peter, elle est utile, elle est impliquée pour le coup. C'est là qu'elle joue le plus de la trilogie, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je pense honnêtement qu'on les reverra pas dans Spider-Man. En tout cas, d'un certain point de vue, j'espère qu'on va complètement changer. On va oublier Ned, on va oublier MJ, on va passer à une autre vie pour Spider-Man, une vie où il est vraiment Peter Parker et il est seul. Il fait plus partie des Avengers, on repart sur des films solo. Peut-être il interviendra dans les Avengers, mais j'aimerais bien qu'on pose Spider-Man sur le côté pour l'instant, qu'on fasse des films solo avec lui, qu'on lui fasse plaisir et qu'on change de love interest, qu'on change de meilleur pote, qu'on change d'histoire en fait. Il est peut-être temps d'incorporer Oscorp à l'histoire, d'avoir Spider-Man en tant que photographe, d'incorporer petit à petit Miles Morales. Il y a peut-être moyen maintenant de faire quelques films Spider-Man pour ensuite faire une transition sur Miles Morales. Moi j'adore cette fin où tout le monde l'a oublié et Spider-Man sous la neige avec un costume fait à la main, c'est fini la technologie, tout ça, c'est capoute. Ça m'a plus donné envie que le film que j'ai vu. C'est triste à dire mais c'est la vérité. Alors faut parler du fanservice. Évidemment tout ce film c'est du fanservice, voilà, c'est peut-être le gros problème du film, c'est que c'est trop de fanservice, trop de nostalgie. Ça je l'ai beaucoup dit dans ma précédente vidéo, du coup je vais pas trop le redire ici. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mèmes. Le premier c'est la fameuse phrase de Norman où il dit You know, I'm somewhat of a scientist myself. Tu connais le mème, tu dis ok d'accord, c'est mignon, ça passe. Ensuite t'as des belles références au plan, par exemple, avec certains plans sur l'homme sable qui fait une référence à Spider-Man 3 évidemment. T'as le plan sur Tobey Maguire qui est poignardé de dos. Ça on en parlera après, c'est inutile. Il y a des références aux musiques, les fameuses musiques de la trilogie de Sam Raimi qui reviennent, surtout avec la scène avec l'homme sable. T'as quand même l'impression qu'il y a la musique de Spider-Man de Sam Raimi qui va débuter, mais en même temps, pas totalement, et mélangée à celle de Amazing Spider-Man, mais pas totalement non plus. Et tu entends plus jamais cette musique. Et c'est là que je me dis, si vous vouliez faire du fanservice, ce que vous avez clairement voulu faire, là, fallait assumer y aller à fond. Mettez la musique du générique de Spider-Man, des deux Spider-Man, faites un mélange, faites ce que vous voulez, mais mettez cette musique. Pareil pour la mise en scène, même s'il y a quelques plans références et tout, et à un moment dans la scène de combat final, t'as Tom Holland, avant que tout le monde arrive, qui dit que « Ah, je les entends arriver ». Parmi ces trois Spider-Man là, il y en a un qui, lorsqu'il a son sens de l'araignée qui s'active, il y a un truc de mise en scène à faire. Rappelez-vous, Tobey Maguire, dès qu'il y a son sens de l'araignée qui se déclenche, il y a
a des slow motion, où on va vers la chose qui déclenche le sens de l'araignée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça? Si on fait du fan service et ils ont voulu le faire, allez-y à fond. Musique, mise en scène, mais copie tout, mec. Vas-y à fond, John Watts. Là, je suis presque énervé parce que tu vois qu'ils ont voulu tout copier, mais ils ont pas osé copier des trucs évidents qui auraient fait plaisir à tout le monde. Mais ils ont préféré perdre notre temps sur plein de choses inutiles. T'as la scène au lycée dans le labo où tous les trois Spider-Man se pointent pour faire référence aux mèmes. Ils ont fait plus de références à des mèmes qu'à des films de la saga Spider-Man. Vous vous rendez compte de ça? C'est un film qui est fait pour la génération Gen Z, TikTok, dont je fais logiquement partie, car je suis né en 97. Mais ça m'a énervé, je veux dire, si t'as un truc à référencer, c'est les anciens Spider-Man, c'est pas genre des mèmes. Il y a Tobey Maguire qui dit à Andrew Garfield de manière hyper gênante « You are amazing ». You are amazing. Frérot, on a compris, dit Amazing Spider-Man, on a compris. Ça, à la limite, c'est un peu mignon, d'accord, mais il a dit genre 2 fois, tu fais You are amazing. Dis-le, il dit ça au personnage, tu te dis, mais putain, arrête de forcer, mec. Et évidemment, ils ont une scène où ils parlent d'étoiles, et ensuite ils reparlent d'étoiles. Une scène, c'était pas assez, t'aurais pu avoir une autre scène où ils parlent du costume. Parce que c'est vrai que j'avais dit dans ma vidéo, oui, ils parlent du costume et d'étoiles. Mais en fait, ils parlent pas vraiment des costumes, mais ils parlent d'étoiles dans 2 scènes. Quand j'ai revu le film, t'as quand même Tobey Maguire qui demande à la fin, pourquoi vous avez pas vos toiles dans votre corps, comme moi. Et lorsqu'il rencontre Garfield, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui tire sur ses trucs de toile. Est-ce qu'il savait que ça allait boucher aussi ses toiles organiques, ou est-ce qu'il savait qu'il y avait un truc en métal qui allait l'empêcher de faire ça? Dans tous les cas, même si ça bouchait ces trucs organiques, je pense que ça aurait pu propulser. Non, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'était un peu étrange de poser cette question après avoir volontairement visé là où il tire les toiles d'araignée. Mais le gros problème du film, encore une fois, c'est la manière dont il est banal à cause de John Watts, le réalisateur. Il est trop mauvais, ce mec, je suis désolé, hein. C'est lui qui va s'occuper des 4 Fantastiques. Ça va être un mauvais film, je vous préviens tout de suite. J'espère qu'il sera loin de la nouvelle trilogie avec Tom Holland, mais loin de chez loin, parce que le mec, je suis désolé, a pas de talent. Je suis sûr que les meilleures scènes, c'est des scènes qui sont faites par des artistes d'effets spéciaux. Pas lui. Non, je suis désolé, mais faut le têche de Spider-Man, il sait pas faire. Peut-être il saura faire les 4 Fantastiques, ça m'étonnerait, mais faut le virer de Spider-Man. Et c'est vrai que la majorité des dialogues de ce film sont pas très bien écrits, sont assez embarrassants, sont prévisibles, sont clichés. La scène du labo où justement il crée un antidote pour Norman en mode oui, mais moi j'y pense depuis longtemps pour faire ça. Pourquoi est-ce que Peter Parker il pense depuis longtemps? Pourquoi est-ce que Tobey, ça fait 20 ans qu'en fait il n'y a plus Norman dans sa vie, il n'y a plus personne dans sa vie, et il se dit ça fait longtemps que je pense à un remède. Mais depuis quand? Peut-être dans son univers ça redevient un problème et tout, mais c'est bizarre. C'est juste une facilité scénaristique, c'est juste pour s'excuser ça en fait. Mais dans un labo lycée, tu penses qu'il y a les ingrédients pour faire un produit antidote à un lézard géant et aussi un produit sérum à un mec qui est schizophrène, le bouffon vert, schizophrène ou doublement de personnalité, peu importe. Dans un labo lycée, c'est possible. Alors que Andrew, par exemple, il a fait ça dans un truc ultra poussé à Oscorp. Et là où je rentre un peu en dépression concernant ce film, écoutez-moi bien, parce que là, je vais pas le répéter 2 fois. On est dans un monde où ce genre d'événement-là, on ne l'aura probablement plus jamais. Je ne pense pas qu'on aura un Spider-Man 4, je ne pense pas qu'on aura un Amazing 3, j'aimerais trop revoir ces Spider-Man dans des films, j'aimerais trop les revoir tous les 3 ensemble, j'aimerais trop. Mais la manière dont ils ont clôturé ça, je trouve que ça fait fin. C'est final. Il y a des adieux et tout, c'est la fin. Tu ressens que c'est la fin. On n'aura peut-être plus jamais ça, probablement plus jamais ça. Et ils ont quand même réussi à rendre ça chiant. Rendez-vous compte qu'ils ont fait un truc où ils ont une saga Spider-Man où il n'y avait aucun lien entre ces films, mis à part que c'était Spider-Man. Disney et Sony collaborent sur Spider-Man depuis un moment et se sont dit on va faire un film de fou. Et ils ont réussi à convaincre les acteurs de revenir. Ils ont réussi à organiser un truc secret, ils n'ont pas montré une seule once de marketing avec les 3 dessus. Ils ont réussi à garder la surprise plus ou moins jusqu'au bout, même s'il y avait des leaks et tout. Ils ont réussi à faire le fantasme de geek absolu. Ils ont fait un truc inédit, un truc c'est du jamais vu, clairement. Et le seul truc qu'ils ont trouvé à faire avec ces 3-là, c'est une putain de scène d'action dans le noir sur des échafaudages. Et ça me donne envie de pleurer. Tu prends un film, et je suis désolé de comparer toujours à ce film, mais Spider-Man Into the Spider-Verse, ce qui était génial avec ce film, c'est que tu connaissais aucun Spider-Man. Oui, il y a des références au fait que tu connais un peu en vrai les Spider-Man, mais c'est pas les acteurs. T'as pas ce même attachement. Dans l'animation, tu peux tout faire, c'est beaucoup plus simple. Mais revoir ces acteurs d'enfance, clairement, pour moi, Tobey, c'est mon enfance, putain. Les revoir et tout, c'est la nostalgie à fond. Et j'ai même pas réussi à voir la scène dans le noir. J'arrivais même pas à les différencier dans le noir à cause de la scène d'action tellement mal filmée. Au lieu de nous faire un truc à la Spider-Verse avec les 3 personnages qui se connaissent durant tout le film, où l'histoire tourne autour de ça, le fait d'être Spider-Man, l'identité, un vrai rite initiatique, ils les ont ramenés d'un portail de je ne sais où au dernier moment
à la fin du film pour nous fournir une scène d'action d'une banalité exemplaire. Et comment ne pas considérer ça comme un échec? C'est ça ma question. Comment vous pouvez considérer ça comme satisfaisant? Je voulais pas forcément qu'il soit présent plus longtemps, pourquoi pas à la limite, mais pas un combat sur des putains d'échafaudages dans le noir. Y a pas un mec chez Marvel et Sony qui ont une meilleure idée que ça. Je suis dans le déni le plus total qu'ils ont pas trouvé mieux que ça. Je n'arrive pas à le croire, je vous jure, je n'arrive pas à le croire, je suis dans le déni. Je me suis rendu compte de ça en sortant de ma deuxième séance. Je me suis dit, mais attends, je me suis de une hypé pour le retour et je suis content qu'il soit là et tout. Il y avait des scènes émouvantes par rapport à eux car je les connais ces personnages et c'est mon enfance. Mais ils ont pas trouvé mieux à faire. Honnêtement, ils ont pas pu trouver mieux à faire. Là, j'ai pas d'idée, mais je suis pas scénariste non plus, c'est pas mon travail. Mais je veux dire, j'arrivais même pas à les reconnaître dans le combat final. Je savais jamais c'était lequel qui prenait des coups, je comprenais rien et je l'ai vu 2 fois le film. J'exagère évidemment un petit peu, mais c'est vrai que je me dis, mais putain, quel potentiel gâché. Comment tu peux te sortir de ça satisfait en disant ils ont bien honoré ces personnages? Comment? Impossible. Les scènes sans les masques, d'accord, où ils communiquent, ils se font des câlins, ils sont touchants. J'aime bien l'histoire d'Andrew Garfield, ses remords, son personnage qui a complètement changé, qui a vrillé un peu vers le côté obscur. Le fait qu'il ait besoin de support émotionnel aussi, qu'il ait besoin d'aimer ses personnages aussi, ses frères. Il est grave touchant. Andrew dans le film, il a sa rédemption en sauvant MJ. Il est super ce personnage. De l'autre côté, Tobey Maguire qui est juste ultra zen, ultra chill, qui a perdu ses amis, mais qui a enfin réussi à finir avec MJ, qui se fait quand même poignarder par Norman, mais ils ont pas de scène les deux. Il a eu une scène de dialogue avec Doc Ock, mais il a pas une scène de dialogue avec Norman. Ils auraient pu faire un truc touchant en mode où est Harry? Un truc tout bête. Il fallait même pas qu'il réponde. Il y a juste Norman qui demande où est Harry, et il aurait pas dû répondre, juste le regarder, il aurait compris. Il y a tous ces moments-là, je me dis, mais pourquoi t'as fait venir ces Spider-Man là pour nous donner ça? Je ne vois rien, mis à part le fantasme des fans, mais fait à l'arrache. Tu sens que ça a été fait à l'arrache. Et ça, c'est triste. C'est super triste. Et le Tobey Maguire qui s'est poignardé mais qui au final va bien. Pourquoi il s'est poignardé alors? Pour donner une frayeur qui dure 2 secondes? C'est ça? Fallait alors peut-être changer les choses, peut-être le rendre dépressif et se sacrifier pour Peter. Peut-être c'est ça qu'il fallait faire. Ou alors le laisser mourir, donner une scène encore plus émouvante par rapport à ça. Il a fait le sacrifice ultime. S'il serait mort là, ça aurait été un vrai passage de flambeau, car ça aurait rendu Peter peut-être encore plus coupable. Peut-être il aurait encore plus compris de ses erreurs. Peut-être c'est ça le souci, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas tué. C'est qu'au fait, ça aurait fait trop de chagrin pour Peter d'un coup. Il aurait perdu 2 personnes à cause de lui. Mais c'est ce qui s'est passé pour Andrew. Il a aussi perdu 2 personnes à cause de lui. Donc pourquoi pas faire ça pour Peter, le nouveau? C'était juste pour une frayeur de 2 secondes. Il s'est fait poignarder où? C'est pour ça que le plan il est comme ça. On voit même pas son menton. Parce qu'il se fait poignarder, je sais pas, mais il s'est pas visé Norman. Un coup comme ça, c'est fatal normalement. Qu'est-ce qu'il a foutu? Des trucs comme ça qui te sortent de l'expérience. Et moi, le fait qu'on ne reverra plus jamais ça, ça me déprime un peu. Ça me déprime un peu de me dire qu'ils ont gâché le truc le plus incroyable possible et imaginable. La hype peut surpasser Endgame presque. Et tu sors du truc en mode ouais, c'était cool hein, mais bon, t'aurais pu faire mieux quoi. Clairement pu faire mieux. T'as aucune impression de danger à la fin. T'as peur pour personne. C'est trop tranquille. Ça aurait dû être un climax émouvant, stressant et tout. T'es ultra zen quand tu le regardes, car tu sais qu'il va rien arriver à ces personnages. Et pourquoi tu le sais? Parce que t'as pas eu le temps de les connaître. Dans ce film-là, t'as pas eu le temps de mettre les enjeux comme il faut. Tu sais qu'il se passera rien. Et du coup, c'est un climax que tu regardes juste pour le fantasme. Mais même, tu vois rien. Le fantasme n'est même pas exaucé, limite. Ils sont là pour faire des blagues. Et puis c'est tout. Si on parle de blagues, faut parler de Tom Hardy. Tom Hardy, t'es dans le MCU. Tom Hardy, tu n'es plus dans le MCU, mais le symbiote, oui. Écoutez, moi j'aimerais bien que Tom Hardy soit encore dans le MCU, peut-être pas le même personnage, mais un nouvel Eddie Brock se fasse contaminer et que ce soit encore Tom Hardy, parce que je trouve qu'il fait le taf, mais juste faut changer son personnage, l'écriture et le Venom. Mais évidemment, on suppose que le prochain Spider-Man sera avec Venom. Si on veut donner la chance à un nouvel acteur, pourquoi pas? Mais moi, ça ne m'arrangerait pas que Tom Hardy reprenne le flambeau et qu'il redevienne Venom par la suite. Juste faites-le bien. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu écrasé nos craintes concernant Venom. Je pense que Sony, d'un côté, ils voulaient le garder pour leur univers à eux. Et Marvel, ils se sont dit, non, on va pas tout mélanger, ça va être le bordel, on va faire notre Venom à nous. C'est bizarre que le symbiote parte pas en même temps que Eddie. C'est étrange, mais pourquoi pas, à la limite, ça passe. Par contre, la hype pour Doctor Strange 2, elle est présente. Hein. Les scènes d'action ont l'air monstrueuses, la relation avec Wanda va être folle, on voit le Doctor Strange méchant, tu te dis, mais putain, ça va être monstrueux, ça. Ça a l'air mieux que le film qu'on vient de voir, c'est horrible. On a vu une bande-annonce pour un film qui a l'air meilleur que le film que je viens de voir. C'est assez inédit, quand même, pour Marvel aussi, de mettre une bande-annonce comme ça, mais ça a marché, hein. La hype est 100% présente. Ça va être monstrueux, je pense. Pour conclure de nouveau, concernant ce film, je dois vous admettre que l'émotion était présente, mais pas parce que le film était bon, mais parce que la nostalgie était présente
présente parce que le fan service était présent. Je trouve qu'ils ont pas assez assumé, c'est la vérité. Je trouve que malheureusement, en tant que film, il n'y a pas de scène mémorable, il n'y a pas de scène iconique. Il y a quelqu'un qui avait dit que la scène avec les 3 Spider-Man, avec la lune derrière est iconique. Tu vois rien. Elle est moche, je trouve ça horrible. T'as la scène avec les 3 Spider-Man qui font un plongeon ensemble, mais elle dure 2 secondes et elle est pas iconique. Ce qui va être plus mémorable pour moi, ce sera l'expérience que le film en soi. Ce qui sera mémorable, c'est le fait qu'ils ont essayé un truc inégalé avant et du jamais vu. Ça, c'est mémorable. La manière dont ils l'ont exécuté est pour moi assez décevante. Marvel a su être mémorable, Marvel a su faire des scènes iconiques, Marvel a su faire des scènes légendaires, et là il y en a pas. Donc ouais, je pense qu'on se rappellera malheureusement pas de ce film pour les bonnes raisons. On se rappellera pour le fantasme, le fanservice, la nostalgie, l'émotion qu'a conféré le fanservice, la nostalgie, mais sinon en tant que film, on va pas s'en rappeler, je pense pas, je suis désolé, je pense pas. C'est un film assez bof au final, je trouve, assez gâché. Le film en soi est ok, mais quand tu penses au potentiel, quand tu penses aux choses qu'ils auraient pu faire, t'es déçu, t'es grave déçu. C'est sûrement le meilleur des 3, tout de même, voilà, c'est du taf, hein, c'est bien fait et tout, mais avec un concept aussi dingue, ils auraient dû faire mieux. Ils avaient le devoir de faire mieux. Ils avaient tellement de pouvoir entre leurs mains, ils avaient les responsabilités de faire mieux. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est mon avis, beaucoup vont dire que j'avais trop d'attentes et c'est pour ça que je suis déçu. Non, j'avais pas trop d'attentes, j'avais juste des attentes normales. Je voulais un film bon, compétent. C'est ce que j'ai eu, mais trop banal, trop oubliable, et c'est dommage. Surtout avec ce concept. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré ou détesté? J'attends vos commentaires, je vais les lire, je suis grave curieux. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.